told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler du fourrage. C'est quoi un fourrage et ça consiste à faire quoi? Quel est le process pour faire un fourrage de A à Z? Alors nous allons vous dire qu'il existe plusieurs types de fourrage. Tout dépend de l'objectif visé. Mais cette vidéo-ci, nous allons nous appesantir sur le fourrage hydraulique, c'est-à-dire un fourrage qui a pour objectif la recherche de l'eau. D'autres types de fourrage, il y a le fourrage minier, c'est-à-dire qu'on fort parce qu'on veut abattre une roche, la concasser, passer par le convoyeur et ensuite envoyer à l'usine pour ressortir. On peut en sortir le cuivre, on peut en sortir le zinc, on peut en sortir plusieurs métaux. Mais ici, nous allons nous appesantir sur le fourrage hydraulique, c'est-à-dire que c'est un fourrage ici, on recherche l'eau. Pour le fourrage, il faut mener au préalable une étude géophysique. L'étude géophysique aura pour rôle ici de déceler, n'est-ce pas, l'endroit où il y a l'eau sur votre parcelle. Donc vous avez acheté un terrain, vous êtes implanté, maintenant vous voulez de l'eau, donc vous voulez avoir un forage chez vous. Alors la première des choses à faire, c'est d'appeler un géophysicien. À ne pas confondre avec le géotechnicien, parce qu'il y a généralement plusieurs personnes qui font cette confusion. Le géotechnicien, lui, il recherche la profondeur à laquelle on peut poser les semelles d'une fondation d'une maison. Tandis que le géophysicien, lui, quand il vient, il cherche à quelle profondeur il y a une nappe d'eau aquifère. Quand le géophysicien vient, il vient donc avec ses appareils. Ça dépend de quelle méthode il utilise, parce qu'il y a plusieurs méthodes de recherche de l'eau. Il y a la méthode, on peut citer la méthode sismique, on peut citer la méthode électrique. Il y a d'autres méthodes. Il y a même la méthode avec le radar. Il y a la méthode électromagnétique. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc il va venir en fonction de son appareil machine. Donc plus la technologie évolue, plus les appareils sont de plus en plus précis dans la recherche de l'eau. Donc, mais une étude, ça varie généralement de 150 000 à 250 000, peu importe le matériel qu'il va apporter, 150 000 à 250 000. Et si maintenant c'est hors de la ville de résistance du géophysicien, il va vous prendre aussi les frais de transport pour aller à ce point. Par exemple, une personne qui est à Bafia, c'est difficile de trouver une personne qui a un appareil de dernière génération rester à Bafia. Il va chercher à rester dans les villes, parce que dans les villes, il y a plus de personnes qui vivent dans ces villes-là. Et puis, il peut se tailler sa part de marché facilement dans une de ces villes, Douala ou Yaoundé, qui sont les deux grandes villes du pays. Donc, il va pouvoir rester là. Maintenant, si vous le sollicitez, par exemple, à Baganté, il faut qu'il se déplace. Donc, vous pouvez vous retrouver en train de dépenser 300 000 francs à la phase de l'étude. Mais comme je vous l'ai dit, ça varie de 150 000 à 300 000 francs en fonction de l'appareil utilisé pour mener à bien cette étude géophysique. Bon, maintenant, une fois qu'il a fait son étude géophysique, profondeur à laquelle il a décelé l'eau en grande quantité. Donc un endroit où il y a concentration anormale de l'eau. Donc il va dire que bon, là c'est une roche magasin. À l'intérieur de cette roche magasin, si on perce la roche magasin, on aura une grande quantité d'eau. Donc il va donc vous donner cette profondeur. Il va estimer la profondeur. Peut-être, je prends par exemple le cas de Baganté, il va peut-être estimer, où j'ai déjà fait un fourrage là-bas, juste en face de l'université de montagne, là, à Banekane. Et là-bas, le géophysicien avait estimé la profondeur à 90 mètres. À 90 mètres. Et lorsqu'on a fourré, on a trouvé l'eau à 89 mètres. Donc il y avait un décalage soit de 1 mètre en haut, 1 mètre en bas. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, parce qu'on avait utilisé un matériel de dernière génération. Donc voilà, par exemple, il va vous donner cette profondeur et il va vous dire la profondeur
de la profondeur de la partie qu'on va enlever. On appelle ça l'altération. Et ensuite, la partie de la roche. Donc, il va vous faire une coupe lithologique. Il va faire la coupe du sol et il va donner à quelle profondeur est-ce qu'il estime où on aura l'eau en bonne quantité. Toutefois, le géophysicien ne peut pas vous donner les limites de la géophysique, c'est qu'il ne peut pas vous donner, il ne peut pas estimer le débit de l'eau. Donc seul l'essai de pompage peut vous permettre de connaître quelle est la quantité d'eau. Seul l'essai de pompage peut vous déterminer quelle est la quantité d'eau. Et pour faire l'essai de pompage, il faut d'abord faire le forage. Donc une fois qu'il a fini son rapport, vous connaissez la profondeur. À partir de cette profondeur, vous lui demandez de vous faire un devis de forage. Il y a des géophysiciens qui ne font pas dans le forage. Il y a les foreurs qui ne font pas dans la géophysique. Celui que vous avez choisi, si c'est un géophysicien, proposez-lui, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il peut faire le forage? Si vous dites que oui, demandez-lui un devis. Il va vous donner son devis. À partir du rapport là, n'importe quelle entreprise de forage peut vous proposer un devis de foration. Donc, parce que ces forations-là, maintenant, ils fonctionnent de la profondeur. Plus on va en profondeur, plus c'est coûteux. Parce qu'il faut les tiges pour pouvoir fourrer. Il faut les PVC pour pouvoir recouvrir ce trou-là. Et aussi la quantité de massif filtrant. Il y a plusieurs éléments qui vont faire en sorte que la facture va grimper ou bien réduire. Donc une fois qu'elle a donné la profondeur et le point de foration, vous prenez le devis et lorsque vous avez pris ce devis-là, vous essayez de faire une moyenne et puis vous choisissez un foreur. Lorsque vous choisissez un foreur, le foreur va venir avec la machine. Ça dépend maintenant de la ville. À Douala par exemple, la roche elle est meuble dans le sable. Et comme dans le sable, on n'a pas besoin d'utiliser les camions pour venir à Douala forer. Si vous remarquez qu'à Douala, il n'y a pas les camions, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir les camions ici. C'est tout simplement parce qu'à Douala, la roche, nous sommes dans le sable et c'est plus facile. Bon, dans la plupart des quartiers, à Douala, il doit apporter une machine qui est adaptée, telle que vous voyez là. Il apporte cette machine-là et puis avec ça, il aura besoin du courant, il va vous demander le courant. Donc, il aura besoin d'un courant triphasé pour cette machine. Donc si c'est dans une zone où il n'y a pas d'électricité et vous voulez un forage, il faut que le foreur le sache et il faut le signaler au foreur, comme ça il va venir avec un groupe électrogène qui va avec le moteur de sa foreuse. Il va faire le forage. Tandis que si c'est à l'ouest par exemple ou à Yaoundé, dans cette ville du pays, il va venir avec le camion et c'est le camion qui va donc faire le fourrage. Pour le camion, il utilise la pression, il utilise l'air comprimé. Donc il vient avec le camion a le compresseur et c'est ce compresseur là qui envoie l'air dans la roche, dans le sol. Quand il envoie l'air, ça ouvre. Donc vu que la terre elle a bel et bien la terre est hétérogène, c'est-à-dire que plus vous descendez, vous avez les différentes couches. Et parce que c'est pour eux, lorsqu'on envoie l'air comprimé, là, ça ouvre le sol. Ça ouvre. Donc maintenant, lorsqu'il arrive sur la roche, parce qu'il utilise la tarière. Il utilise la tarière pour travailler sur la terre. Il utilise la tarière et puis il arrive. Une fois qu'il a fini cette première partie, maintenant, il va utiliser le taillant. Il utilise le taillant, il remplace ça par, à la place de la tarière, là, il utilise le taillant. Le taillant là maintenant, pourquoi le taillant? Parce que le taillant, nous sommes dans la roche. Et on sait que le diamant c'est dans l'échelle de Morse, le diamant est le minéral le plus dur. Donc dans l'échelle de Morse classe les différents minéraux et le diamant est donc le minéral le plus dur. Raison pour laquelle donc on utilise le taillant avec les diamants.
un taillant diamanté parce que rien ne résiste au diamant. Donc le diamant, lui, il écrase tout le monde. Il écrase tout type de minéraux. Raison pour laquelle ce taillant-là, il est diamanté, il a les dents diamantées. D'autres parlent de tungstène, mais la plupart c'est le diamant. Donc avec ça, ça boit la roche, jusqu'à atteindre la profondeur que le géophysicien a décelé l'eau. Quand il arrive dans là-bas, il va donc s'arrêter. Si ça doit là, c'est la tarière, il n'y a pas de souci, il descend, c'est encore plus facile parce que nous sommes dans le sable ici, nous sommes dans les roches meubles. Donc, et à l'ouest, ce n'est pas le cas, ou bien à Yaoundé, ou bien à Bafia. Il n'y a pas de zone où j'ai eu à travailler. Et de façon générale, là où il y a la roche, voilà comment ça se passe. Et là où il n'y a pas la roche, il n'aura pas besoin de taillant. Donc, une fois qu'il a fini, cette étape, on appelle ça la foration. Donc, il a fait le forage. Une fois que le forage est terminé, le trou est libre. Maintenant, il y a deux cas. Le cas où il n'y a pas la roche, par exemple à Douala, il doit protéger les parois avec les PVC. Donc il va protéger. Pourquoi? Pour empêcher, vu que la nature aura du vide, il y a un vide qui s'est créé. Donc même comme on a découvert l'eau, si on ne s'empresse pas de tuber, si on ne tube pas, il y aura éboulement. Dans le trou là va se refermer. Donc on fait dans le rôle du tubage là, c'est pour protéger les parois, briser les parois, afin de stabiliser les parois et empêcher un éboulement du trou ou bien la fermeture du trou. Donc ça c'est à Douala. Mais si c'est par exemple à l'ouest ou à Yaoundé, il y a ce qu'on appelle le hanging. L'économie, il y a deux étapes. Il y a les gens qui tubent uniquement l'altération, c'est-à-dire uniquement la partie sol. Ils ne tubent pas, on appelle ça le hanging. Et c'est économique. Maintenant, il peut aussi tuber et la partie sol et la partie roche. Mais sauf que la partie roche, le tubage et la partie roche ne jouent aucun rôle. Parce que c'est dans la roche. Pour creuser dans la roche, on a dit comment ça s'est passé. Donc, il a utilisé un taillant diamanté qui a permis de puiser. Mais est-ce que la roche, elle est solide, n'est-ce pas? La roche est cristallisée. Est-ce qu'elle va donc tomber? Est-ce qu'elle va donc se fonder? Non. Donc c'est difficile. Même quand on va dire que l'eau est un agent d'altération, avec le temps, et ce qui ne va pas toucher les parois, combien d'années? On ne parle pas là de 100 ans, on ne parle pas de 1000 ans. Donc ça va prendre vraiment le temps. Donc si vous avez trop peur, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais il y a des gens qui tubent uniquement l'altération. Mais là, ça dépend de vos moyens. Lorsque le fourreur vous donne le devis, forcément, il va s'expliquer. Posez la question, vous tubez uniquement l'altération ou bien vous tubez l'altération et la roche. Ça, c'est juste à Yaoundé ou bien à l'ouest. Vous tubez l'altération et la roche ou bien vous faites comment? Il va vous dire que bon, voici c'est que. Parce qu'en fonction du tubage, des tubes, ça sera cher. Un tube aujourd'hui, c'est combien? C'est dans les 22 000, 23 000, d'autres même 25 000. Donc, un tube de 3 mètres. Donc, si tous les 3 mètres, un gars te met le tube, il faut bien qu'il mette ça dans le dé, parce que c'est vous le propriétaire. Il est là pour gagner de l'argent, il n'est pas là pour perdre de l'argent ou bien faire des dons. Donc, en fonction de la qualité du travail, mais si en fonction de la qualité du travail, il y aura un prix adapté. Mais que c'est faire, la prochaine étape maintenant, c'est de faire l'essai de pompage. C'est très important de faire l'essai de pompage avant de désigner une pompe. Okay, parce que chaque pompe a des caractéristiques. Quand vous prenez une pompe, il y a la puissance de la pompe. Okay, donc il faut connaître dans le débit. Quel débit, en fonction du débit, c'est-à-dire que la quantité d'eau que vous pouvez puiser par unité de temps, par seconde. Donc vous puisez combien de litres d'eau par seconde. La pompe, il faut une pompe adaptée à combien pour remplir le cubitumètre. Le cubitumètre peut se remplir. Donc il y a un calcul, il y a un dimensionnement qui se fait à ce niveau. Donc il y a un peu de mathématiques très basiques là que vous-même pouvez faire. Donc il faut penser à faire l'essai de pompage. Que ce soit à Douala, après avoir fait une foration, il faut faire l'essai de pompage. Le professionnalisme peut vous dire qu'après, avant de désigner une pompe, il va aussi de la durabilité de la pompe. Parce que lorsque la pompe a été dimensionnée, vraiment, elle est adaptée.
peu importe le concessionnaire, c'est vrai, on va dire qu'il y a les concessionnaires qui font mieux que d'autres, mais à la base, lorsque vous avez fait un essai de pompage, vous êtes déjà à l'abri de certains problèmes liés à la pompe. Une fois donc qu'il y a donc cette précision-là, il va maintenant, en fonction des résultats maintenant de son essai de pompage, il va dresser un rapport et maintenant il va construire une pompe qui va pouvoir pomper l'eau de l'intérieur du trou vers la surface. Et lorsqu'il concerne cette pompe-là, vous partez maintenant avec lui ou bien vous lui donnez l'argent qu'il peut maintenant acheter. Donc le devis où on met le fourrage, le devis où on met la pompe là, pour moi ce n'est pas un devis professionnel. Parce que sans essai de pompage, vous choisissez la pompe sur la base de quoi? Il y a même le fourrage qu'on fait, ça sonne négatif. Négatif, c'est pour dire que quoi? La quantité d'eau qui est à l'intérieur du trou n'est pas assez suffisante pour les besoins. Parce qu'on fait un fourrage pour répondre à un besoin. Ou bien la recharge est lente, ou la recharge est rapide. Donc ça dépend de ça. Donc l'objectif de l'essai de pompage, c'est de voir la recharge. Vu qu'on a trouvé l'eau dans une roche magasin, donc dans un endroit où il y a l'eau. Mais il ne faut pas oublier que l'eau là vient des failles. Comme les failles là rechargent l'eau dans les failles. Les failles qui sont une faille, c'est quoi? C'est une fissure avec déplacement des blocs. Non? Donc de ces failles là jaillissent donc de l'eau. Maintenant, ça recharge comment? La recharge comment? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Il faut connaître la recharge. Si vous ne connaissez pas la recharge, vous dimensionnez dans la pompe sur la base de quoi? Vous pouvez voir que la recharge elle est très lente. En ce moment-là, le fourrage est négatif. C'est pour dire que dès qu'on sort un seau d'eau, on doit attendre 2 heures pour avoir l'autre seau d'eau. Vous pensez que ça c'est un fourrage? Vous pensez que là c'est rentable? La pompe va tourner à vide. Et quand la pompe à vide, elle va se griller. S'il n'y a pas l'eau, ce qui nourrit la pompe c'est l'eau. S'il n'y a pas l'eau dans le trou, il pompe l'air, il se grille. Donc l'essai de pompage c'est un essai très primordial et très capital. Donc je tenais à vous le préciser. Bon, maintenant, une fois que l'essai de pompage est fini, dimensionne dans la pompe, il peut maintenant faire le devis de la pompe en justifiant pourquoi est-ce qu'il choisit cette pompe. Le problème, c'est que la part des clients n'aiment pas le bon travail. Mais exiger le bon travail, il a donc dimensionné la pompe, il achète donc la pompe, parce que lorsqu'elle a été bien installée et que l'essai de pompage a choisi cette pompe-là et que vraiment on a mis cette pompe après dimensionnement, vraiment, dormez tranquille sur la pompe-là. Dormez tranquille sur cette pompe. Donc, une fois que vous avez donc acheté l'une de ces pompes, directement on met les tuyaux qui vont permettre les tuyaux de plomberie qui vont permettre de canaliser au cubitonnaire avec les câbles qui vont avec, si c'est électrique ou bien c'est solaire. À différencier des pompes électriques. Les pompes électriques, c'est les pompes qui utilisent le courant électrique. Les pompes solaires, c'est pour dire qu'il y a des panneaux solaires qui alimentent avec ces pompes. Donc, si vous voulez la Green Force en électrique, ça sera beaucoup moins cher, ok, ou Lawrence. Donc, lorsque vous avez fait cela, maintenant, vous savez que vous avez le fourrage. Parce que le fourrage, ce n'est pas construire le château. Le fourrage, c'est l'opération qui consiste à mettre à la disposition d'un client l'eau qui est chez lui, mais dans le sol, en surface. Donc, une fois que ça commence à pomper, il a déjà l'eau à sa disposition en surface, il a eu son fourrage. Bon, maintenant, le reste de l'opération, là, ça c'est la plomberie. Et bien évidemment, lorsque vous faites un fourrage, il faut n'oublier pas de mettre le massif filtrant. Okay? Vous versez le massif filtrant, ça permet de filtrer l'eau parce que malgré que vous avez la bonne eau pure, parce que surtout l'eau qui vient de la roche, il n'y a pas meilleure eau que l'eau qui vient de la roche. Les roches de Douala, c'est vraiment. Voilà pourquoi on ne voit pas l'eau du fourrage à Douala, parce que c'est l'eau du sable. Dans le sable, tout peut entrer. Un magasin de sable, c'est un magasin de quoi? Un magasin fait à sable, ça peut bien avoir quoi de bon. Donc voilà pourquoi tout le temps ici on verse le chlore dans la bâche à eau pour traiter et tout. Mais juste là, à Douala, ne buvez jamais l'eau du fourrage. Jamais et jamais. Je suis un fourreur, je vous dis, ne buvez jamais l'eau du fourrage à Douala. Parce qu'elle ne sera jamais potable. À moins que vous avez un dispositif pour la traiter par la suite. Vous pouvez boire, mieux vous buvez même l'eau du concessionnaire que de boire l'eau du fourrage. Or, par exemple, l'eau qui vient de la roche, l'eau qu'on a seulement percé la roche, c'est pour dire que c'est un magasin où cette eau est embrigadée. Donc, lorsque c'est vous qui venez percer de façon artificielle et que vous collectez, parce que lorsqu'on pompe, vous pouvez laisser même 2 ou 3 sans boire, mais après, vous êtes sûr qu'après la recharge, là,
Parce que lorsque vous faites les charcots, c'est sale. Donc peut-être pendant 1, 2, 3 heures, 4 heures, l'eau va devenir propre. Donc toute la saleté là est remontée. Et les débris sont restés en bas. Donc ce que vous puisez là, donc place la pompe à une position où elle prend que l'eau potable. Donc l'eau que vous buvez en haut là, ça peut même soigner même des maladies. Et c'est une eau très très potable. Donc il faut mettre le massif filtrant qui va permettre de filtrer cette eau là pour la rendre encore plus potable. La douane également, il faut mettre le massif filtrant, mais ce n'est pas conseillé de boire l'eau du forage à douane là. Ça c'est mon avis à moi, c'est mon conseil à moi et je l'assume totalement. Donc voilà un peu tout. Et aussi, lorsque vous faites le fourrage, n'oubliez pas de recouvrir ça par une tête de fourrage pour protéger et faire un regard là pour l'entretien. Bien le fermer parce que les mauvaises personnes peuvent venir, ils mettent un mauvais produit à l'intérieur, vous buvez. Si c'est pour l'agriculture, les animaux meurent, vous ne comprenez pas pourquoi les animaux meurent. Vous vous en prenez à votre fourrage et pourtant qu'il a fait les parties, le sorcier est venu dans la nuit, il a fait le travail. Donc pensez à la sécurité. La sécurité doit être primordiale. Lorsque vous faites un fourrage, faites une tête de fourrage bien là, un bon regard et vous vous assurez que tout ce qui est en bas là est en contact direct avec le tuyau. Et maintenant vous fermez ça avec un bon cadenas pour le sécuriser et vous ouvrez seulement ça quand il y a un problème. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et surtout de nous encourager afin que nous puissions produire ce type de contenu de temps en temps pour pouvoir éclairer votre lanterne. Alors merci et à la prochaine. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.